Merci, docteur Nebouche. D'abord, il faut que je le dise, l'industrie pharmaceutique algérienne a été au rendez-vous, avec probablement des insuffisances ici et là, quelques faiblesses à parfaire, et d'une manière générale, et ce n'est pas un autosatisfait, hein, c'est-à-dire c'est un constat qui est fait la tête froide, et c'est un constat qui est fait comparativement à des pays qui sont similaires à l'Algérie. Par chance ou par l'effet de décision qui ont été prises, ça fait 10 ans, nous fabriquons tous les produits qui sont utilisés pour lutter contre le Covid. Le gel hydroalcoolique, les antibiotiques qui sont utilisés contre le Covid, l'enoxaparine. Et je félicite Frater Razès de l'avoir fabriqué en temps opportun. L'hydroxychloroquine de CPCM aussi. Et donc, tous ces produits-là ont été fabriqués et étaient en stock déjà. Parce que ce qu'il faut saluer aussi, c'est l'étroite collaboration à ce moment-là entre les autorités et l'UNOP, parce qu'il y avait une information en temps réel sur les niveaux de stock de chacun. Bon, sur un autre registre, nous avons eu de nouveaux fabricants qui, il faut le dire, ont fabriqué les masques dans un temps record. C'est-à-dire, c'était des gens qui n'avaient ni la technologie, ni les équipements, et du jour au lendemain, on a trouvé des masques chirurgicaux, des masques FFP2, qui étaient aux normes. Bon. Maintenant, si on veut parler de l'avenir, quelles leçons il faut en tirer? Il faut d'abord dire que faire face à une pandémie ne s'improvise pas. Même les pays les plus développés n'improvisent pas. Quand il s'agit d'une urgence, on la prépare. On fait des simulations quand on est en temps de paix. On fait des simulations à froid. De telle manière que quand l'épidémie arrive ou quand une catastrophe sanitaire arrive, tout le monde a déjà appris la leçon des choses qui ont été faites et refaites en période de froid et chacun connaît la tâche qu'il doit faire. Ça, c'est extrêmement important, c'est la simulation en temps normal. On ne peut pas improviser et on a vu les ratés au départ, surtout au départ, les pauvres patients qui étaient sous hydroxychloroquine, qui ne pouvaient ni la trouver chez leur pharmacien d'officine. On les a privés d'hydrochloroquine et on a mis beaucoup de temps à réagir à ce plan-là. Et c'est l'impression, tout au moins, que nous avons à l'UNOP, c'est que les centres de décision étaient dilués sur ce plan-là. Et à un certain moment, disons, la préparation à une catastrophe, c'est quelque chose qui se fait, qui doit se faire dès maintenant. Maintenant, les leçons à tirer, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup par rapport à la communication, il y en a beaucoup par rapport à l'anticipation. Il fallait, pour l'achat du vaccin, il fallait anticiper le mois de juillet 2020. Il fallait vraiment anticiper et prendre des décisions. Et ce que je veux dire, c'est prendre des risques. C'est vrai que si on se remet dans l'environnement de juillet 2020 ou d'août 2020, ce n'était pas évident de prendre des paris, ce n'était pas évident de faire des avances d'argent, tout simplement, pour pouvoir avoir les premiers le vaccin. Donc, ça c'est un. Deux, on s'aperçoit, mais d'une manière criante, que la fabrication de vaccins doit s'ouvrir au secteur privé. Elle doit absolument s'ouvrir au secteur privé. Tous les acteurs qui ont fabriqué le vaccin aujourd'hui, la majorité d'entre eux, c'est du secteur privé. Et donc, dans notre pays, il faut le rappeler, la loi empêche le secteur privé de fabriquer et aussi de distribuer. La troisième chose, c'est la connexion. Si on doit mettre les personnes en télétravail, la moindre des choses, c'est d'avoir une connexion Internet irréprochable.
Et on le voit aujourd'hui à travers les visioconférences, on fait des visioconférences avec des pays étrangers, personne ne se plaint d'eux. Même certains pays africains ne se plaignent plus de connexion. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, sur le plan stratégique, moi j'ai entendu Dr Nibouche parler Je ne voudrais pas vous interrompre, Dr Kerr. C'est très important ce que vous dites. Parmi les acteurs qui ont participé à tout ça, les banques, ont-elles joué réellement le jeu, ou alors y a-t-il eu des situations un peu, je dirais pas kafkaïennes, mais dont on aurait souhaité avoir une autre issue plus positive pour les acteurs de l'économie locale, puisque vous êtes donc de front avec ce type de problématique, je le sais. Je voudrais bien savoir un peu votre point de vue sur la question. Les banques auraient pu faire mieux, disons. C'est la réponse gentille que je vais vous donner. Mais il faut dire aussi que nous vivons une crise économique aiguë. Et donc la crise sanitaire est venue se greffer sur une crise qui dure déjà depuis 2014. Il ne faut pas l'oublier. Et les années à venir vont être difficiles. Il faut que chacun de nous, nos professions, vont subir cette pression économique dans les années à venir. Je citerai, vous me tendez la perche, je citerai CPCM, qui était le seul fabricant d'hydroxychloroquine, qui a pris d'énormes risques en achetant l'hydroxychloroquine à un prix d'ailleurs 3 fois plus que ce qu'il était avant le Covid, et qui se retrouve aujourd'hui, pour différentes raisons, je ne rentrerai pas dans le détail, dans des difficultés. Il est en train de revoir les échéances avec ses banques et tout ça. Et donc c'est une société qui mérite d'être aidée quand même, parce que l'Algérie, elle l'a trouvé chidda. Pour revenir à la fabrication, on a vu quand même que des pays comme l'Inde et que tous les pays ont interdit l'exportation de produits qu'ils fabriquaient. Je rappelle que l'Inde a interdit l'exportation de produits finis et de matières premières de 26 produits qui rentraient dans la lutte contre le Covid. Et on a vu les guerres commerciales, les guerres d'achat de masques. Les masques, moi le matin, on les trouvait à un prix. Si vous ne confirmiez pas la commande à midi, l'après-midi n'était plus disponible. Donc c'était vraiment très très difficile à gérer. Aucun pays n'a la vocation de fabriquer tous les produits pharmaceutiques qu'il va consommer. Il faut se dire ça. Ça veut dire quoi? Si on part de ce postulat, ça veut dire que notre pays doit avoir des alliances géostratégiques de fabrication complémentaire pour appréhender des futures catastrophes sanitaires. Ça, c'est un. Deux, je donne l'exemple des masques, des fabricants de masques. Bon, ils ont fabriqué, aujourd'hui ils ont des difficultés ils ont des stocks, ils ont des difficultés de vente. Et bien sûr, on n'est pas en Chine. Ils peuvent en aucun cas, vu l'effet d'échelle, vu l'économie d'échelle, d'arriver à un prix qui va concurrencer le masque chinois ou le masque taïwanais. Et donc, ces gens-là, si l'Algérie décide de fabriquer la majorité des produits, il faut décider aussi de payer un peu plus. Parce que sinon, c'est des fabricants qui ne vont jamais pouvoir être concurrentiels par rapport à d'autres. Donc il y a des choix politiques à faire, il y a des choix géostratégiques à faire. Et je pense que les leçons à tirer, bon, il y a sûrement des équipes qui sont en train de travailler dessus, mais aussi chacun de nous, en tant qu'association professionnelle citoyenne, devons faire des propositions. Et peut-être même, j'invite ceux qui sont autour de la table aujourd'hui à travailler ensemble pour notre secteur, pour dire que si demain ça devait arriver, on peut avoir une intoxication au gaz, des trucs chimiques, en tout cas il y a plein de catastrophes qui peuvent arriver. On devrait pouvoir faire des propositions. Il ne faut pas attendre qu'aussi que d'autres matières grises le font.
le fasse, pardon, nous pouvons nous-mêmes faire des propositions dans ce sens. Merci. Barakallahu fik. Merci infiniment. C'est très, très, très intéressant. Malheureusement, le temps est toujours court lorsqu'on aborde des sujets aussi importants que ceux de la santé, de l'économie et de l'avenir de notre économie, de notre santé en Algérie. Je voudrais me tourner vers Ahmed pour voir s'il y a des questions, d'abord sur la toile Internet, non. Y a-t-il des questions de la salle, donc de l'assistance à l'un des invités aujourd'hui? Présentez-vous s'il vous plaît, vous déclinez vos fonctions. Attendez au micro. Oui, alors c'est M. Metiwi Nordine, nouveau président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, fraîchement élu. Voilà. Donc je remercie l'assistance, je remercie cette table ronde qui a été vraiment enrichissante de données fiables et puis d'avis divers. Ma question se dirige vers mon ami Dr Carrar, président de l'UNOP. Donc ma question est la suivante. On sait bien que l'impact économique qu'a causé la pandémie de la Covid-19, il a été ressenti. Il a été ressenti par tout le monde, les producteurs, les distributeurs, les pharmaciens d'officine. Et vous venez de signaler une augmentation, un exemple illustrant du paracétamol de 60% de la matière première, où vous avez endossé les pertes en matière de marge. Est-ce que ne voyez-vous pas dans ce contexte-là, ou dans cette conjoncture-là, qu'en perdant beaucoup, le ralentissement de la production a eu son effet sur le marché national, du moment qu'on a ressenti aussi quelques ruptures? Je vous parle en tant qu'officinal maintenant, pas en tant que président du CNOP. Hein. Est-ce que ça peut impacter aussi la production et la relance, je dirais la cadence de la production nationale, parce que, étant donné que vous avez ressenti vraiment les pertes? Et puis, d'après les statistiques de l'UNOP, parce que je vous ai entendu une fois dire, Dr Carrar, que sur les 93, je crois, unités de production, ou bien à peu près 100 en Algérie, il n'y a que 30 ou 32, un tiers, qui fonctionnent à cadence régime 100%. C'est ça. Si je fais faux bon, vous me le dites. Donc là, ça a vraiment... C'est toute une panoplie, et c'est des agents causaux aussi, d'un ralentissement de la production, je crois, et qui a fait tomber... Est-ce que c'est vrai que le marché, quand il est tombé, quand on a ressenti la rupture au niveau national, c'était l'une des causes? L'augmentation de la matière première, ralentissement de la production, ou bien la production est restée à sa cadence habituelle? Merci. Oui, merci. D'abord, c'est une crise conjoncturelle et les producteurs se sont mal vus aller poser la problématique de l'augmentation des prix des matières premières, du fret et tout ça, à des autorités qui avaient beaucoup de soucis à régler. Et nous avons préféré absorber cette onde de choc. Et quand je vous dis absorber, je peux vous assurer que des produits ont été faits à une marge ridicule. Quand on vous dit que le fret il est passé de 4 $ à 15 $, mais sur plusieurs tonnes qu'il fallait ramener en urgence. En tout cas, c'est des arbitrages que nous faisons tous les jours. Donc, on s'est mal vu aller dans une approche opportuniste, dire voilà, sinon on ne peut pas fabriquer. Donc, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Je rappelle aussi qu'on a eu la chance d'avoir un arrêté sur les prix en 2020 qui a pris en compte quelques-unes de nos réclamations qui dataient de plus de 10 ans. Celle de la perte de change. C'était anormal que le produit importé, son prix augmentait au fur et à mesure que le dinar dégringolait, et que le produit fabriqué localement, porteur de valeur ajoutée, restait fixe pendant 5 ans, et parfois même on lui demandait de rebaisser. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, effectivement,
la production ne pouvait pas se faire comme elle se faisait avant. Vous savez, je vais vous donner un exemple. On travaillait en 3x8. L'équipe qui devait sortir à 15 heures, on la faisait sortir à 14h45. On désinfectait les lieux pour que les équipes ne se croisent pas, parce que ceux qui venaient à 15h, 15h15 ne devaient pas croiser Et donc ça, c'est du temps perdu. Il y a des dépenses supplémentaires. Quand vous devez donner à chaque employé un masque tous les jours, du gel hydroalcoolique tous les jours, quand vous devez faire des tests PCR à chaque fois que dans un groupe il y a quelqu'un qui est malade, bon, j'en passe. C'est toutes ces dépenses qui font que pendant cette crise, notre prix de revient a augmenté, qu'on le veuille ou pas. Comme d'ailleurs les autres métiers, je suppose. Il n'y a pas que nous. Maintenant, sur la disponibilité, moi, je vais vous dire mon ressentiment à moi. J'ai peut-être tort. Moi, j'ai peut-être le défaut d'aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. J'ai entendu votre similaire, le président du Conseil de l'ordre libanais, il y a 6 mois, qui déclarait 50% des produits étaient en rupture. Et si vous allez sur le net, vous allez le trouver. Je ne suis pas en train de dire que tout est beau et que tout est rose chez nous. Il y a sûrement beaucoup de choses à parfaire, surtout que jusqu'à maintenant, bon, c'est en train d'être fait, il n'y avait aucune statistique économique. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, nous devons assurer la disponibilité de tous les médicaments, je ne vais pas dire essentiels parce que ça va venir dans les prochaines semaines, sans avoir de statistiques. C'est réellement aller droit dans le mur. Donc, personne ne peut prétendre gérer la consommation ou la disponibilité sans statistiques. C'est en train d'être fait, c'est une bonne chose, mais les ruptures, il y en a eu. Nous avons une industrie pharmaceutique jeune, donc les insuffisances, les quelques insuffisances, elles vont encore se voir à l'avenir. N'oublions pas que nous n'avons plus les moyens d'acheter. Là, je ne vais pas parler en tant que... Je parle en tant qu'Algérien. Nous ne sommes plus dans une situation d'excès de ressources comme on était dans le passé. Il faut que chacun de nous se mette ça dans la tête, mais aussi, il ne faudrait pas que le médicament ou le produit pharmaceutique paye le tribut de cette baisse de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'il faudrait que les économies se fassent dans beaucoup d'autres secteurs avant d'arriver au secteur du médicament et au secteur de la santé. Allah yatak ça. Docteur Mezaour, vous avez une question. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà. C'est une question, en même temps une observation. Pour parler de l'hospitalier, donc du pharmacien hospitalier qui est impliqué dans les marchés en l'occurrence ceux des produits d'hygiène. Au niveau des établissements, il faut savoir qu'il y a un chapitre qui est consacré à l'hygiène. Et l'occasion de la Covid a été l'occasion où on a constaté une explosion des consommations. On avait par exemple le gel hydroalcoolique. Au niveau de nos dépôts, il n'était pas du tout utilisé. Il n'y avait pas de protocole inscrit au niveau des services pour qu'il y ait utilisation régulière de ces produits-là. Donc on avait le gel hydroalcoolique, on avait les gels nettoyants des surfaces hautes, on avait près de 10 000, du moins pour le CPMC, qui était un établissement de taille moyenne. On avait une valeur de 10 000. C'est un bienfait pour l'hôpital. Oui, quelque part, oui, parce que ça a explosé les consommations. On s'est retrouvé avec des marchés qui étaient aéroconductibles, parce que les quantités qui étaient inscrites ne correspondaient plus aux nouvelles consommations, que ce soit pour les produits de protection, c'est-à-dire les moyens de protection, les bavettes que les services n'utilisaient pas, alors qu'ils étaient techniquement utilisateurs et consommateurs. On a eu explosion de leur consommation, que ce soit pour les FFP2, qui alors là, personne n'en voulait, à part les cytotoxiques, ceux qui manipulaient les cytotoxiques, et même ceux qui manipulaient les cytotoxiques, ils ne les utilisaient pas. Donc pour vous dire, quand c'est adapté, on s'est retrouvé dans une crise des quantités qui étaient absolument ridicules face aux besoins, et on a dû s'adapter. Et la question, en fait, je voulais un peu adresser à la PCH, c'est par rapport à la réorganisation que vous avez faite pour ces produits-là, puisque je sais que ce n'était pas un peu votre point fort, les produits de moyenne protection, parce qu'effectivement, les hôpitaux les acquéraient par le biais des appels d'offres, mais surtout par rapport aux cytotoxiques.
Parce que les activités des établissements ont forcément baissé. Par la Covid, il y avait moins de consultants. Déjà, les consultants qui venaient, espacement des rendez-vous de consultation, c'est-à-dire ceux qui avaient des cancers à contrôler, ils les renvoyaient sur des dates très ultérieures. Même les protocoles chimie ont été modifiés. On est passé souvent sur la voie orale et donc du coup, beaucoup de cytotoxiques qui étaient pris en injectable pour lesquels vous aviez des chiffres se sont retrouvés à la baisse. Donc comment vous êtes organisé par rapport à tout ça? Alors, pour la PCH, les moyens de J'ai protection... oublié de dire que les questions, c'est moi qui les pose. Soit- Non, mais c'est une question qui est vraiment bienvenue. Aïcha, allez-y, madame. Voilà. Par rapport, en ce qui concerne la pharmacie centrale des hôpitaux, comme vous le savez, elle ne commercialisait pas ses produits. Donc, leur première commercialisation, c'était pour faire face à ces produits. Aujourd'hui, nous nous approvisionnons dans le cadre nous assurons la disponibilité de ces produits dans le cadre de la suggestion de services publics. C'est-à-dire que le budget, il est alloué exclusivement pour faire face à la pandémie Covid-19. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, ça n'a pas été vraiment pris en charge. Voilà. Juste pour pouvoir peut-être être complet, hein, parce que la pharmacie centrale des hôpitaux, bien évidemment, j'en connais bien le fonctionnement. Ce qu'il faut noter, et qui est en fait un point très très positif pour la population générale en Algérie, c'est que de nouveaux comportements ont été adoptés et rentrent aujourd'hui dans un comportement naturel qui est le port de masque et le déplacement avec cette solution qui est une solution miracle, très peu chère, très accessible. Je pense que même au niveau des hôpitaux et des structures de santé, à toute chose malheur est bon, il y a eu révision de l'ensemble des procédures d'hygiène, de nettoyage, et c'est excellent qu'à ce niveau-là, nous ayons appris beaucoup de choses et que nous ayons revu nos comportements de tous les jours. Bien, ce point est donc terminé. La clôture de la table ronde, c'est Ahmed va la faire. Je voudrais juste remercier tous nos invités aujourd'hui pour tant la franchise du propos qu'aussi la clarté et le professionnalisme qu'ils ont mis en œuvre aujourd'hui pour montrer qu'ils sont toujours au service de la santé et au service du citoyen. Merci à toute l'assistance et je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah.